Merci Catherine. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il devait y avoir une quatrième femme sur cette estrade, c'est Dominique Brillat, qui est vice-présidente au Conseil général chargée de la culture et qui est très attachée aussi à ce qu'on fait à Billon en général et particulièrement autour du festival. Mais bon, elle a eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Elle m'a téléphoné, elle va essayer de passer, mais je ne promets pas qu'elle soit là, donc je voulais l'excuser. En découvrant l'intitulé de la 5e édition d'Autour d'elle, me sont venues à l'esprit la phrase de Simone de Beauvoir « La liberté pour les femmes commence au ventre » et le slogan des féministes des années 70 « Mon corps m'appartient ». Au moment des luttes féministes qui éclatent dans les années 60, la critique de la société patriarcale amène à une remise en question du pouvoir masculin sur le corps des femmes. En se battant pour un droit à la contraception, à l'avortement et en remettant en cause l'hétérosexualité obligatoire, les femmes se révoltent publiquement et personnellement contre tous ceux qui leur dénient leur autonomie et leur liberté de choix. La médecine, qui demeure un espace privilégié de contrôle des identités, des corps et des sexualités, via notamment des discours médicaux paternalistes et moralisateurs, est la cible privilégiée de ces femmes. Pour conquérir cette liberté, dès le milieu des années 50, le combat des femmes sera d'abord celui d'un accès à la contraception. En effet, la loi du 31 juillet 1920, alors toujours en vigueur, interdit l'avortement, la contraception et toute publicité à leur propos. Durant ces années, deux camps se définissent alors nettement. Les partisans du statu quo, qui s'effraient de la dissociation de la procréation et de la sexualité, et les modernistes, qui prônent l'exercice d'une sexualité épanouie et sans complexe. En janvier 1956, le docteur Marie-André Veil-Allais, gynécologue, préface le livre d'enquête d'un journaliste communiste, Jacques Derogy. Cet ouvrage, Des enfants malgré nous, décrit le drame des grossesses subies, le sort des enfants non désirés, l'ampleur des avortements clandestins, dont le nombre est alors évalué en France entre 500 000 et 1 million, ainsi que leurs conséquences parfois dramatiques sur la santé, voire la vie même des femmes y ayant recours. À la surprise générale, ce sont les dirigeants communistes qui réagissent aussitôt et avec le plus de virulence. Marie-Claude Vaillant-Couturier, Maurice Thorez et Jeannette Vermersch condamnent le camarade Derogy. La classe ouvrière, répète-t-il, ne partage pas les vices de la bourgeoisie et doit croître en nombre pour vaincre le capitalisme. Au printemps, ce sont les catholiques qui réagissent, unanimes dans leur refus. La presse catholique se mobilise et répète les mêmes sombres prophéties. Si jamais la contraception venait à être pratiquée, les populations vieilliraient, les mœurs se débrideraient, plus rien n'obligerait au respect de la femme. La droite classique reprend le même discours et le Conseil de l'ordre des médecins ne cache pas son hostilité. Plus surprenant, la vieille génération féministe se montre également très réticente, silencieuse ou pire, ouvertement critique. Pour faire face à cette opposition si largement répandue, Marie-André Veil-Allais fonde une association loi 1901, La Maternité Heureuse, qui deviendra en 1960 le mouvement français pour le planning familial. Des femmes s'emparent de la contraception. Certaines d'entre elles ont trempé leur caractère dans l'expérience de la résistance et en ont gardé un esprit frondeur et indépendant. Ce sont entre autres Evelyne Sulro, sociologue, Yvonne Dornès, franc-maçonne de la Grande Loge féminine de France. Ce sont aussi des femmes médecins, enseignantes, journalistes, comme Ménie Grégoire, chercheuse en sciences sociales. Dans ces années, la vie des femmes connaît une mutation rapide. Le modèle de la femme au foyer recule. La part des femmes dans la population active s'accroît constamment. Après 1962, le nombre de mariages baisse alors que le nombre de divorces augmente. En 1960, l'endocrinologue américain Gregory Pincus et son équipe mettent au point le premier contraceptif oral, vite baptisé pilule. Dans ces mêmes années où l'État interdit et criminalise l'avortement et la contraception en France métropolitaine, il l'encourage dans les départements d'outre-mer. Dans son ouvrage « Le ventre des femmes », Françoise Vergès part du cas emblématique de La Réunion où, en juin 1970, des milliers d'avortements et de stérilisations sans consentement ont été pratiqués par des médecins blancs. Françoise Vergès retrace la politique de la gestion du ventre des femmes, stigmatisées en raison de la couleur de leur peau, et s'interroge sur le silence d'alors de mouvements féministes comme le MLF. En 1961, à Grenoble, des militants du planning familial fournissent aux femmes qui le demandent des contraceptifs, ce qui signifie alors enfreindre la loi. C'est un succès immédiat et l'exemple de Grenoble est suivi au niveau national. Petit à petit, grâce à ces actions militantes,
se dégage un consensus en faveur du contrôle des naissances. Lucien Neuwirth, député de la majorité, dépose en 1967 un projet de loi autorisant la régulation des naissances, abondamment amendé. Il sera voté le 19 décembre 1967. Les décrets d'application tarderont jusqu'en 1972. En décembre 1974, la pilule est remboursée par la Sécurité sociale. Grâce à un peu plus d'une décennie de lutte collective, que de progrès accomplis. C'est la génération suivante qui mènera dans les années 70 le combat pour la légalisation de l'avortement. Pour ces femmes, la question du corps se décline en questions concernant la maternité, les sexualités et les violences. Elles considèrent que le privé est politique et que de ce fait, la dénonciation de la domination dans la sphère privée passe par l'action politique, collective et publique. De plus, au début des années 70, les mouvements féministes et homosexuels font entrer la question des identités de genre dans le débat public. Le Nouvel Observateur publie en avril 1971 un manifeste signé par 343 femmes connues ou non connues, déclarant avoir avorté, ce qui est encore interdit par la loi. En novembre 1971, la Marche internationale des femmes pour la contraception et l'avortement, libre et gratuit, sera la seconde grande manifestation féministe du siècle. La question des avortements est prise en charge par le MLAC, Mouvement pour la légalisation de l'avortement et de la contraception, créé en 1973 pour soutenir les jeunes médecins du groupe Information Santé pratiquant des avortements. En 1972 a lieu un procès retentissant à Bobigny qui contribuera à faire basculer l'opinion publique. Une jeune mineure violée avait avorté. Elle avait été inculpée, ainsi que sa mère et 3 autres femmes qui l'avaient aidée. Gisèle Halimi, avocate et présidente de l'association Choisir, en fera une tribune et le procès politique de la loi de 1920. La jeune fille est relaxée. Sa mère condamnée à une amende avec sursis et les 3 autres prévenus sont également relaxés. Les magistrats eux-mêmes seront sensibilisés aux arguments développés, car les condamnations pour avortement passeront de plusieurs centaines en 1971 à quelques dizaines en 1973. Avec la loi sur l'IVG de janvier 1975, dite loi Veil, le combat des féministes semble être gagné. En 1979, la loi sur l'IVG adoptée pour 5 ans doit être à nouveau discutée au Parlement. Une grande manifestation est organisée le 6 octobre 1979 à l'occasion du débat parlementaire, rassemblant plus de 30 000 femmes à Paris. La loi sera adoptée définitivement. Le dernier combat sera le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale, obtenu difficilement de François Mitterrand en 1982 grâce à la ministre des Droits des Femmes, Yvette Roudy. Né en 1970, le mouvement de libération des femmes, le MLF, devient alors le laboratoire privilégié d'une identité politique et sexuelle nouvelle en permettant à de nombreuses femmes d'exprimer une homosexualité ou une bisexualité latente. Des femmes et des hommes participent à la fondation du phare, Front homosexuel d'action révolutionnaire, mouvement mixte au départ, centré sur la libération sexuelle, préfiguration des mouvements LGBT. Ces remises en cause de la normativité d'une sexualité uniquement hétérosexuelle conduisent à une remise en cause des fondements de la société, la famille, l'enfant, la reproduction. Le viol et les violences faites aux femmes apparaissent comme le paroxysme de la domination masculine. Les féministes font du viol une question politique, le décrivant comme l'expression de la violence permanente faite aux femmes par une société patriarcale. Comment ne pas rappeler qu'en France, aujourd'hui, une femme est victime d'un viol ou d'une tentative de viol toutes les 9 minutes, que dans notre pays, depuis le 1er janvier de cette année, 30 femmes ont été assassinées par leur compagnon ou leur ex-compagnon. Comment ne pas évoquer qu'au niveau mondial, 6 000 excisions sont pratiquées chaque jour. Nous voyons que plus de 40 années après, la question est malheureusement toujours d'actualité, avec cependant l'espoir que le mouvement actuel des femmes qui dénoncent les violences qu'elles subissent au quotidien via entre autres les réseaux sociaux fasse évoluer les mentalités et la législation. La conquête de ces droits, comme nous l'avons évoqué, a été possible par le combat de nombreuses femmes connues ou anonymes qui ont pris collectivement leur destin en main. Mais l'histoire nous montre que rien n'est définitivement acquis, et que la vigilance doit toujours être permanente. Dans certains pays européens, la loi sur l'IVG est parfois restrictive et conduit encore à des avortements clandestins. En Pologne, pays où l'influence de l'Église catholique est majeure, l'IVG est autorisée dans 3 cas seulement, viol ou inceste, risque avéré pour la vie ou la santé de la mère ou grave pathologie constatée sur le fœtus. En mars 2018, des grandes manifestations de femmes ont fait reculer le gouvernement polonais sur une tentative de restriction de ces autorisations d'IVG. Actuellement, seuls 1100 avortements sont réalisés en Pologne.
Les avortements clandestins ou touristiques sont estimés à près de 200 000. En Turquie, une femme qui veut avorter dans un hôpital public se voit opposer un refus systématique. Bien que d'importantes avancées légales aient eu lieu ces dernières années et que les sanctions se soient vues renforcées quant à toute entrave à l'information sur l'IVG, il n'en demeure pas moins que de nombreux groupes réactionnaires s'opposent encore avec véhémence à la possibilité de disposer de son corps. Ainsi, en France cette année, le président du syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, Philippe de Rochambeau, a fait état publiquement de son opposition à l'IVG qu'il rattache à un homicide. Cette année encore, une tribune du Figaro, signée par 300 médecins, protestait contre le fait que le Conseil de l'ordre des médecins ne s'opposait pas à la légalisation de la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes. Pratiquement, dans notre pays, l'accès à l'IVG devient parfois de plus en plus compliqué pour plusieurs raisons. La possibilité de la clause de conscience qui autorise les médecins à refuser de pratiquer des avortements. C'est ainsi qu'en 2018, durant près de 9 mois, le centre d'orthogénie de l'hôpital du Bailleul dans la Sarthe a dû arrêter ses activités car 3 médecins ont fait jouer leur clause de conscience. De plus, il y a de moins en moins de médecins dans les centres IVG. Cette année 2018, certains hôpitaux ont dû réduire ou arrêter temporairement les IVG. Ces 15 dernières années, en raison entre autres des restrictions budgétaires auxquelles est soumis l'hôpital public, 27% des maternités ont été fermées sur le territoire. Chaque maternité qui ferme, c'est un centre IVG qui ferme, ce qui remet très sérieusement en cause l'accès de toutes à ce droit. En France, au quotidien, lors d'examens gynécologiques, il n'est pas admissible qu'encore aujourd'hui, nous puissions parfois être confrontés à des propos jugeants et culpabilisateurs quant à nos choix, à un manque de respect de l'intégrité de nos corps, pouvant aller jusqu'à des violences gynécologiques et obstétricales, ou à des discriminations quant à nos origines, nos classes sociales ou nos appartenances sexuelles. Le féminisme, vous l'avez compris, n'est pas qu'une affaire de femmes. C'est un enjeu collectif dont les hommes ont tout autant la charge. L'enjeu pour vous, les hommes aujourd'hui, est celui de parvenir à un meilleur partage des responsabilités, des dangers et des contraintes de la contraception et de l'inclure dans une réflexion globale sur votre sexualité, pour affirmer une volonté commune de sortir de la domination masculine qui n'a que trop duré. Alors, merci au collectif autour d'elle et à l'ensemble des partenaires impliqués dans la construction de ce programme. Merci de nous aider, une fois de plus, à réfléchir, à avancer. Merci pour les heures passées à défricher, à expérimenter, à préparer ce moment qui va nous nourrir durant ces 15 jours et bien au-delà. Car nous devons toutes et tous d'avoir au cœur et au ventre l'exigence d'une déconstruction du modèle, d'une remise à plat des lois structurelles comme des idées reçues et du conditionnement social. C'est le préalable nécessaire à l'invention d'autres normes, d'autres règles et surtout d'autres imaginaires. Je vous remercie.